Igloo, le Mac de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, c'est le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin de Trianon Résidence. Bonjour Eric. Bonjour Cédric, aujourd'hui on reçoit Christophe Boulle. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Boulle et le groupe fait notamment de la promotion immobilière, mais pas que. Vous faites quoi exactement ? Absolument, on est 105 personnes. On a 3 pôles, un pôle digital, un pôle immobilier et un pôle travaux. On peut citer, oui, Boulle, promoteur, constructeur, BTP, les agences Stéphane Plaza, et puis un laboratoire digital 53 jours qui a beaucoup travaillé sur l'habitat participatif d'ailleurs. Eh bien justement, ça tombe bien puisque c'est notre thème aujourd'hui, l'habitat participatif, Cédric. Oui, concevoir intégralement son futur logement et décider soi-même des règles de vie de l'immeuble, voilà le principe de l'habitat participatif. Dans les grandes lignes, Christophe, qu'est-ce que c'est en détail l'habitat participatif ? Oui, Cédric. Lorsque on a l'intention de vivre ensemble dans un immeuble d'habitation, s'offre à soi aujourd'hui 2 alternatives. Soit vous achetez en neuf auprès d'un professionnel de l'immobilier, un promoteur immobilier, mais vous pouvez aussi décider de concevoir avec un certain nombre de futurs habitants ou la totalité des futurs habitants d'un immeuble, votre immeuble vous-même et tous les aspects, pas seulement constructifs, mais aussi la manière dont vous allez y vivre. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs manières de concevoir cet habitat participatif ? Je crois qu'il y en a 3. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, il y a, alors, in fine, au quotidien, ça revient à la même chose. C'est-à-dire, il s'agit de participer avant la dépôt d'un permis et ensuite, lorsque suivre la construction et après la livraison, prévoir, anticiper le vivre ensemble. Mais on peut citer 3 manières de se regrouper et de réaliser cela. La première, c'est la coopérative d'habitants. Alors, la deuxième, je vais les citer les 3, puis je vais peut-être exposer les différences. La deuxième, c'est une société d'attribution ou d'autopromotion. La troisième, s'il y a un promoteur, nous, qui pouvons aussi proposer de l'habitat participatif, la co-conception immobilière, qui permet également de faire de la co-conception. Est-ce qu'en 2 mots, on peut expliquer rapidement les 2 premières et la troisième, on passera un petit peu plus de temps ? En vérité, ça va de prendre un maximum de risques à un minimum de risques, mais on peut citer la coopérative d'habitants où vous serez associé de la société qui construit l'immeuble, mais vous restez locataire de votre logement. Donc une partie vous appartient comme si vous étiez coactionnaire d'une société. La deuxième, la société d'attribution, là vous avez immédiatement au départ des parts de votre immeuble qui correspond à votre bien et vous partagez les espaces partagés ensemble, mais vous êtes propriétaire in fine de votre logement. La troisième, c'est le promoteur immobilier qui porte tous les risques de commercialisation, d'assurance et de financement. Et par contre, vous participez avec lui, avant la dépose du permis, à la conception toujours de l'immeuble, de son appartement et de la charte du bien vivre ensemble. Donc ça, c'est ce que vous proposez. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, concrètement, comment ça se passe ? Si quelqu'un est intéressé aujourd'hui, un de nos auditeurs, par l'habitat participatif, il vient vous voir, et qu'est-ce qui se passe ? Absolument. C'est-à-dire, nous avons deux possibilités. Soit la personne avec un certain nombre d'amis a déjà une visée sur un terrain et à ce moment-là, on peut lui proposer de rentrer dans ce dispositif, je vais l'expliquer. Et puis, nous, on propose aussi, sur Strasbourg par exemple, des terrains qui sont visés sur l'habitat participatif et qui permettent à des futurs habitants d'entrer avec nous dans la co-conception. Je vous coupe une seconde. Quand vous dites des visées sur un terrain, ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà acquis le terrain ou pas encore acquis le terrain ? Non, les deux cas peuvent coexister. Il n'est pas nécessaire d'être, comme on dit dans le jargon professionnel, titré sur le terrain, mais ça peut aussi être le cas. Dans les 2 cas, on peut dérouler la co-conception immobilière. Et dans le cas où vous proposez des terrains, c'est en accord avec la mairie, avec la ville de Strasbourg, par exemple, qui dit à cet emplacement-là, vous avez la possibilité de faire de l'habitat participatif, c'est ça ? Les 2 cas figures existent aussi, c'est-à-dire soit ce sont des terrains qui sont ciblés par la municipalité, ici à Strasbourg, sur l'Eurométropole de Strasbourg, soit ce sont des terrains libres, mais sur lesquels nous décidons de dérouler un dispositif d'habitat participatif. Alors, vous signez un contrat de co-conception d'une valeur de 1 000 € qui vous permet à ce moment-là, avant de déposer le permis, d'accéder à notre site internet dédié à l'opération qui permet sur 3 configurateurs, un petit peu comme des configurateurs automobiles, de d'abord donner son avis sur l'immeuble et son appartement.
Ensuite, sur la charte du bien vivre ensemble, comment l'immeuble pourra fonctionner. Et enfin, comment financièrement l'opération fonctionnera. C'est-à-dire de quelle manière vous allez partager les charges, par exemple, lorsqu'il y a des espaces partagés qui nécessitent des opérations régulières, qui va la faire, de quelle manière ça va être fait. Lorsque cette opération de co-conception est faite, sur un site collaboratif, nous mettons en relation les co-concepteurs, les architectes, les chefs de projet, un certain nombre de personnes du bureau d'études, par exemple, lorsqu'il s'agit de thermie, et on commence à co-concevoir ensemble. Tout le déroulé se fait sur 5 mois avant de déposer le permis. Il y a un profil type de personnes qui adhèrent à l'habitat participatif, parce que je pense que tout le monde n'y adhère pas. Absolument. C'est-à-dire, on remarque déjà que ce sont des personnes qui ont une envie de mobilité, au moins de mobilité intellectuelle. C'est-à-dire, ce sont souvent des personnes qui exercent des professions, par exemple, où le digital n'est plus un sujet. Mais même, nous avons des co-concepteurs de tout âge, hein, jusqu'à plus de 70 ans. Mais ce sont toujours des personnes qui ont vraiment la volonté, dès le départ, des idées sur la manière de vivre ensemble, sur les espaces partagés, et qui voudraient les voir réalisés dans cette opération. C'est vraiment la caractéristique. Les autres qui se disent, voilà, moi je veux mon chez moi bien réalisé, et s'il y a des espaces partagés qu'on me les propose, ceux-là s'orienteront vers de l'achat en vente en état futur d'achèvement classique. Au départ, il faut être combien de personnes pour pouvoir lancer un projet? Alors, nous estimons qu'entre 20 et 25% du nombre théorique, puisque nous n'avons pas déposé le permis, Mhm. du nombre théorique possible sur un terrain est absolument nécessaire pour démarrer l'opération. Lorsqu'on dépose le permis, une moitié d'éco-concepteurs au moins est nécessaire, mais c'est plus pour avoir une visibilité complète sur ce que finalement on va réaliser dans l'opération. Et également, ceux qui suivent, c'est très important, dans l'habitat participatif, la charte du bien vivre ensemble, la charte d'usage est très importante. Elle sera imposée aux co-concepteurs qui pourraient suivre une fois le permis déposé, mais elle est aussi imposée aux locataires pour des co-concepteurs qui seraient des investisseurs. Parce D'accord. qu'il n'y a pas que des occupants qui co-conçoivent, mais il y a également des investisseurs. Mais ça, c'est une donnée essentielle de l'habitat participatif. C'est lorsque les espaces partagés sont décidés, lorsque le fonctionnement de l'immeuble est décidé, par exemple traitement des déchets, la livraison des colis, toute une série de choses. Il faut absolument que les nouveaux arrivants, soit au moment de la réalisation de l'opération, soit en tant que locataire, une fois que le bien est livré, adhèrent au dispositif et signent la charte. Alors maintenant, il y a quand même une philosophie commune, hein, sur les gens qui se lancent dans l'habitat participatif. Si au bout de 10 ans ou 8 ans, il y en a un couple souhaite revendre son logement, la personne qui va rentrer dans cette communauté, si je puis m'exprimer Tout à fait. ainsi, hein, elle a des règles à respecter qui lui sont imposées. Absolument. La charte en question, elle est ensuite inscrite dans le règlement de copropriété et elle s'impose à tout le monde. Lorsque vous revendez le logement, comme un autre logement, il y aura un règlement de copropriété. Là, le règlement de copropriété prévoit une annexe avec la charte du bien vivre ensemble. Alors, cette charte peut être modifiée sur des propositions, aussi parce que les technologies avancent et qu'on peut, au fur et à mesure, proposer de nouvelles fonctions dans un immeuble. Mais oui, lorsque on revend son appartement, mais il n'y a pas de différence fondamentale par rapport à un appartement classique. Vous avez également le règlement de copropriété qui s'imposera. Là, c'est le cas. Simplement, il est plus fourni Hmm. dans l'exposé de la manière dont nous voulons vivre ensemble dans cet immeuble. On y voit d'autres avantages qu'on n'aurait pas évoqués encore. Absolument. C'est-à-dire il y a aussi la possibilité de vraiment travailler et modeler le coût de l'opération, la valeur, le coût de réalisation de son appartement. Que ça soit avec un promoteur ou hors promoteur, il y a une lisibilité du prix, bien meilleure que si on acquiert simplement un appartement ensuite et qu'on compare entre quelques opérations dans le secteur. Là, il y a vraiment dans les trois cas une connaissance assez fine de la composition du prix du mètre carré, combien l'entreprise, combien l'architecte, les bureaux d'études, combien le foncier a été acquis. Et il y a une certaine transparence qui permet de peut-être de mieux comprendre un certain nombre
décisions que nous pourrions prendre sur tel ou tel niveau de performance thermique, par exemple, faire soi-même le calcul, combien ça me rapporte tous les mois, combien l'investissement est nécessaire, et décider, ben oui, peut-être des fois économiquement c'est pas intéressant, mais je veux faire ce geste pour l'écologie. Voilà, c'est vraiment un dispositif qui permet d'être bien mieux conscient de la manière dont on va vivre ensemble, mais aussi de l'impact sur l'écologie qu'on pourrait avoir lorsqu'on essaye d'imaginer un nouvel appartement, une nouvelle façon de vivre ensemble. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est une nouvelle façon de vivre ensemble et on en voit de plus en plus. Ça se développe de plus en plus. Merci beaucoup, messieurs. On retrouve l'émission sur topmusic.fr et on se retrouve très vite, chaque semaine, sur topmusic.fr, sur le site de Trianon et sur Igloo On Air. À bientôt. À bientôt.